Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Chaque mois, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons les rouages de l'économie. Bien sûr, pour nous accompagner, Alain Denisot. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Vous êtes notre expert. Aujourd'hui, au menu, nous allons parler du bilan 2019 des bourses mondiales. Et nous verrons qu'il est très bon. Et puis, comme toujours, une question de l'internaute. Qu'est-ce que le CES, le Consumer Electronics Show, à Las Vegas? Qui a lieu en janvier à Las Vegas, en effet. On en parle dans la deuxième partie de l'émission. La création de liens et le travail de mise en réseau essentiel pour faire la force d'un écosystème économique. C'est la fameuse et ancestrale règle de la force collective qui fait aussi l'attractivité d'un territoire. Les chambres consulaires y travaillent, au premier rang desquelles, bien sûr, les chambres de commerce et d'industrie. C'est aussi le cas de la jeune chambre économique. On en parle avec deux invités dans un instant. Et puis notre focus sera braqué sur un géant de la transformation digitale, Atos, un leader mondial largement présent ici dans notre métropole, avec plus de 900 collaborateurs. Atos qui construit aussi à Échirolles un nouveau campus largement dédié à l'intelligence artificielle. Voilà pour le sommaire, c'est parti. Installez-vous confortablement pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le club de l'économie en Isère. Excellente santé en 2019 pour les bourses mondiales. Les principaux indices sont allés de record en record alors que la croissance mondiale est au plus bas depuis 10 ans. Après une année 2018 chahutée, 2019 a été une belle surprise, notamment sur les marchés actions, alors que les marchés financiers, eux, étaient un peu plus à la traîne et ont connu une volatilité un peu plus importante, notamment en raison des discussions commerciales tendues entre les États-Unis et la Chine. Alain, on commence par une question générale. Qu'est-ce qui restera de 2019 ? 2019 est une année remarquable pour les actions. Un peu sur tous les marchés, sur tous les continents. Le CAC a connu sa plus belle progression depuis 2007, avant la crise financière. Après un gros coup de froid fin 2018 qui faisait craindre un ralentissement de l'économie, il s'est avéré qu'en 2019, l'économie repartait. Alors pas de façon foudroyante, mais elle repartait. Que le Brexit posait des questions, mais visiblement n'handicapait pas trop l'économie européenne. Et puis que la guerre américano-chinoise, sino-américaine du commerce, finalement, allait peut-être se conclure par un traité de paix. Donc 2019, une année remarquable, avec les principaux indices qui ont des croissances à deux chiffres, plus de deux chiffres, on va le voir, plus de 20% souvent. Alors, on s'intéresse à ce marché actions en particulier. Quelle performance pour les grands indices internationaux? On commence par les États-Unis. Alors, les États-Unis, alors je vais regarder mes petites notes. Déjà, Dow Jones. Dow Jones, c'est l'indice des 30 plus grandes valeurs américaines, plus 22%. Donc, les 30 majors prennent 22% de valeur boursière. L'indice Nasdaq Composite, 5000 sociétés américaines, parmi les plus importantes aussi, mais forcément certaines plus petites, plus 35%. Donc ça signifie que l'économie réelle est en mouvement. Le S&P 500, donc, qui regroupe 500 valeurs du Dow Jones et du Nasdaq, plus 29%. Et puis des progressions de valeurs remarquables. Apple, plus 85% de valorisation de l'action. Microsoft, plus 55%. Donc on voit qu'on est dans les technologies, dans l'industrie du numérique, dans les nouveaux usages. Et une banque, JP Morgan Chase, qui fait plus 42%. Donc ça, des c'est aux performances États-Unis. Remarquables. Tout à plus d'1%. Exceptionnel, effectivement. Ouais. La zone euro s'en sort aussi. L'Europe ne reste pas sur place, puisque l'Eurostock 50, donc, qui est un panel d'actions européennes, plus 26%. Jamais vu depuis sa création en 1999. Le Stock 600, un peu le miroir du Nasdaq Composite 5000, plus 23%. Plus forte progression depuis 2009. Le CAC 40, plus 26%. La Bourse de Milan, plus 28%. Le DAX allemand, plus 25%. Et le FTSE 100 en Grande-Bretagne, plus 12%, malgré les incertitudes du Brexit. Oui. Donc une très belle année sur les bourses européennes, des croissances au-delà majoritairement d'1%. Ouais. L'Asie ? L'Asie se comporte très bien aussi sur les pays développés.
ou comme la Chine plus 36%, le Japon, le Nikkei, plus 18%. Moins fort à Hong Kong, mais on imagine pourquoi, les incertitudes politiques, mais une progression quand même, puisqu'on est quasiment à 10%. Les pays émergents asiatiques se comportent un peu moins bien et un peu plus irrégulièrement, avec des progressions de l'ordre de 20% quand il y a des évolutions, et globalement une stabilité. Et globalement, les autres pays émergents se comportent moyennement. C'est plutôt les économies développées ou en passe d'être très développées comme la Chine qui progressent réellement. Donc on a vu des belles progressions, très belles progressions aux États-Unis, en Europe. Pourquoi et un peu étonnante par rapport au contexte de la fin de l'année 2018. Alors pourquoi où l'économie prenait un coup de froid, où on parlait de guerre commerciale. Plusieurs raisons. L'économie n'a pas pris de coup de froid, c'est-à-dire que la croissance est restée modérée mais assez robuste. Deuxième raison, les conflits commerciaux se sont avérés moins durables et moins brutaux que les déclarations des dirigeants ici ou là. Le sujet du Brexit en Europe, finalement, s'étendant dans une durée tellement longue que ça n'a pas pénalisé les économies, c'est-à-dire que la vie a continué. Et puis surtout un contexte de taux d'intérêt très particulier, puisqu'en fait la Banque centrale européenne et les banques centrales internationales, Angleterre, États-Unis, ont redesserré leur politique monétaire, faisant rebaisser les taux et finalement donnant aux investisseurs pas tellement d'autres opportunités que d'aller sur les marchés des actions, puisqu'aujourd'hui beaucoup de placements sont à zéro, voire négatifs. Donc avec des liquidités à investir pour les fonds de pension, pour les compagnies d'assurance vie, pour les investisseurs institutionnels, il fallait trouver des actifs. Et le marché le plus liquide en termes d'actifs sont le marché des actions, avec par ailleurs des performances sous-jacentes des entreprises quand même. Alors revenons un peu à la France. Vous nous disiez le CAC 40 plus 26%. Est-ce qu'il y a quand même eu, est-ce qu'on peut faire un classement, les tops et les flops? Alors le top est pour partie régional, c'est une entreprise franco-italienne, c'est ST Microelectronics avec 6000 collaborateurs dans l'Isère. Après un très gros coup de froid fin 2018, où justement le ralentissement de la croissance a pesé sur son activité, qui est beaucoup au service de l'électronique, des nouveaux usages, a presque doublé de valeur, puisque plus 85% de variation. Ensuite, on trouve de façon assez attendue le grand du luxe qu'est LVMH, avec une stratégie de croissance internationale extrêmement dynamique, à la fois sur ses propres enseignes, mais également avec des acquisitions externes, qui fait plus 60%. Et puis de façon aussi assez attendue, parce que son concurrent va très mal, c'est Airbus. Airbus fait plus 45%. C'est le sujet du 737 MAX qui est clos au sol. Donc Airbus prend le marché des moyens courriers sur Boeing. Donc on a des structures très dynamiques, à la fois conjoncturelle, aussi par opportunité, mais avec des vrais socles industriels et des vraies capacités. Donc ça, c'est les tops. Le flop, pas une surprise non plus, c'est Renault. Renault, parce que toutes les questions sur la gouvernance, toutes les questions sur l'alliance Renault-Nissan, dues à l'arrêt au Japon de Carlos Ghosn. L'arrestation de Carlos Ghosn. Évidemment. Le marché, un petit bilan sur le marché primaire. Alors, il y a eu assez peu d'introductions en bourse en 2019. Les capitaux sont surtout venus des fonds d'investissement et des fonds de développement. En fait, ces gestionnaires qui disposent de l'épargne des particuliers, des institutions, des caisses de retraite, ont besoin d'investir également. C'est un peu le même sujet que celui des taux d'intérêt. Et donc, les investisseurs, les entreprises qui cherchaient des financements se sont tournées vers ces investisseurs pour faire des émissions privées d'actions. Et souvent avec de très belles valorisations d'entreprise, donc plutôt gagnant pour les investisseurs et les émetteurs. Bon, quelques belles opérations d'envergure, évidemment très grand public, on pense à la Française des Jeux. Oui, la Française des Jeux, très demandée par les épargnants français, ce qui a permis à l'État de vendre à 19 € l'action Française des Jeux, une belle réussite. Des choses moins réussies, voire beaucoup moins réussies, on peut citer l'introduction en bourse d'Uber, qui a perdu dans les 2 mois 33% de sa valeur. Donc on a quand même le sujet d'un modèle économique en croissance, mais qui ne génère pas de résultats. Et puis l'échec, parce qu'il faut l'appeler ainsi, de Saudi Aramco. L'Arabie Saoudite voulait faire la plus grosse opération de mise sur le marché boursière, avec plus de 25 milliards de dollars. Et finalement, elle l'a fait, mais en mobilisant les ressources du royaume, des familles alliées, pour arriver à faire cette émission. Donc voilà, ça a été assez difficile.
Merci beaucoup, merci pour ce petit flashback en 2019, un check-up de l'année boursière qui nous aura aussi permis au passage de réviser pas mal de vocabulaire sur la volatilité, sur les grands indices boursiers. Une pile écologique à base de papier, c'est l'idée lumineuse d'une start-up grenobloise, BFC, une invention idéale pour les appareils jetables, comme par exemple certains tests médicaux. Ces piles nouvelle génération pourraient s'imposer comme des alternatives parfaites à l'utilisation du lithium, véritable plaie pour l'environnement. Lina Badreddine nous présente ces nouvelles biopiles. Une alternative aux piles toxiques, non recyclables et donc un fléau pour l'environnement, voici la biopile enzymatique à glucose de l'entreprise BFC. Cette dernière possède des catalyseurs uniquement protéiques, donc naturels et biodégradables. Elle n'utilise pas de métaux et de matériaux polluants pour produire l'énergie, mais du papier et des enzymes. Grâce à ces catalyseurs, elle est capable de convertir des substrats tels que le glucose et l'oxygène en électricité. Il suffit de quelques gouttes de solution sucrée pour la recharger. Du fait que ces catalyseurs sont biologiques, donc je peux les immobiliser sur un substrat conducteur, dans notre cas c'est du carbone, et ensuite je peux mettre des membranes en papier et aussi tous les composants qui sont autour. Ce sont des feuilles très fines. Ça mène finalement à une biopile flexible, très mince, et qui peut produire des milliwatts d'énergie ou de puissance. Cette pile n'est pas destinée à être utilisée pour de gros engins et a une faible durée de vie. Elle a plutôt vocation à alimenter des appareils électroniques jetables ou à durée déterminée, des microprocesseurs, puces de transmission Wi-Fi, Bluetooth ou certains appareils médicaux. Elle a par exemple été testée sur des tests de grossesse avec lesquels le résultat a été concluant. Beaucoup de compagnies, de grands groupes nous ont contactés pour en fait réduire leur impact sur l'environnement. Ils savent que l'utilisation de piles à boutons est un problème pour l'environnement, vu que principalement le lithium est très toxique pour l'environnement. Donc ils viennent nous voir pour réduire cet impact, mais aussi réduire leurs coûts de recyclage. Grâce à son produit, l'entreprise BFC a remporté à l'unanimité le concours international Letton. Et BFC prévoit d'ici 2 ans de produire 5 millions de piles par an. En attendant, la phase d'innovation se poursuit, tout comme la recherche d'investisseurs afin de pouvoir créer un laboratoire de production. BFC et ses biopiles sont bien sûr sélectionnés par Classe Affaires pour le prix Innover pour gagner. Il est remis en mars lors du forum du même nom au World Trade Center. La mise en réseau, un atout majeur pour les chefs d'entreprise. Se connaître, s'entendre, partager, voilà qui peut faire la différence pour créer des opportunités de développement et des activités créatrices de valeur. Plus qu'un savoir-faire, le réseautage doit être une stratégie collective, en particulier dans les premières années de vie d'une entreprise. Pour créer des liens, les chefs d'entreprise peuvent compter sur les chambres consulaires et aussi sur des associations. Avec nous pour en parler, 2 invités. Emmanuelle Rivière, la directrice générale adjointe de la CCI de Grenoble, et Adélaïde Robert de la Jeune Chambre économique de Grenoble Métropole. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour à toutes les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Adélaïde Robert, en plus, vous êtes la toute nouvelle présidente de la JCE. Absolument, oui. Depuis le 1er janvier, je suis la nouvelle présidente de la Jeune Chambre économique de Grenoble Métropole. Et donc pour une année, puisque nos mandats à la Jeune Chambre sont toujours d'une année. Oui, il faut dire que ça change souvent. Hein. Alors votre profession ? Alors je suis chargée de coordination artistique pour l'agence iséroise de diffusion artistique. Et ça nous permet de préciser que la Jeune Chambre économique, ce ne sont pas uniquement des chefs d'entreprise qui adhèrent. Absolument. Il y a des entrepreneurs, effectivement, mais pas que. Il y a aussi des étudiants, des salariés d'entreprises de tout secteur. Et voilà. Et notre seul critère, c'est l'âge, en fait. C'est 18-40 ans. Bon. Et alors, on reparlera de l'activité de cette Jeune Chambre économique pour faire des citoyens engagés. Vous nous expliquerez tout ça. Emmanuelle Rivière, tout le monde connaît la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, qui rayonne sur tout le sud de l'Isère, en gros. Les 2/3 sud du département, jusqu'à Rives, et en redescendant jusqu'à Loisan, le Trièves et puis le Grésivaudan. Bon, ça fait un beau bassin de population. Un très beau bassin de population. On a combien de ressortissants au total ? 34 000 ressortissants.
Ça représente un peu moins de 200 000 salariés, hein, donc on voit bien le poids économique du secteur. Bon, l'objectif des CCI, accompagner, travailler à l'attractivité du territoire. Alors accompagner les entreprises depuis leur création et tout le long de leur vie, en passant par l'international, les accompagner aussi via la formation, que ce soit notamment la formation de leurs salariés pour les faire monter en compétences. C'est tout ça que fait la CCI et qu'elle continuera à faire. Pour illustrer ces activités, j'aime bien rappeler les différentes enseignes qui sont sous le label CCI. Alors, si on parle de formation, on a l'IMT et CCI Formation. Donc, l'Institut des métiers et des techniques. L'Institut des métiers et des techniques, bien sûr, et CCI Formation, le centre de formation continue. On a aussi GREX, qui accompagne les entreprises à l'export. On a le centre de congrès du WTC, qui accueille les entreprises pour leurs événements. Le magazine Présence. Le réseau d'entreprises Ecobiz. Et puis l'aérodrome du Versou. Voilà, tout ça, c'est effectivement des enseignes qui dépendent de la CCI et ça permet de bien définir l'activité transversale. C'est ça. Puis il y a aussi désormais la fameuse Nuit de l'économie. Hein, ça devient une tradition. C'est quoi, la 7e édition? C'est la 8e édition de la Nuit de l'économie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec près de 1000 participants à cette soirée qui a lieu en décembre et à l'occasion de laquelle on récompense les entreprises qui ont performé dans l'année. Ouais, mais c'est aussi un formidable temps d'échange, de partage et de rencontres, toutes entreprises confondues, depuis la start-up jusqu'aux grands groupes, en passant par les PME, les ETI, tout le parterre économique, tous ceux qui comptent sont présents. Une grande soirée de gala qui illustre parfaitement cette notion que j'évoquais à l'instant, le réseau. Hein. Là, tout le monde se rencontre. C'est ça, c'est le réseau et c'est aussi la mise en valeur de ces entreprises, des entreprises qui la composent, mais aussi de la dynamique du territoire. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est sur un territoire très, très dynamique, très varié en termes d'activité et que cette Nuit de l'économie permet aussi de mettre en valeur ce dynamisme-là. Et cette variété, parce qu'on évoquait les 34 000 entreprises du territoire, il y a des petites entreprises comme des géants mondiaux. C'est ça, et il y a des géants mondiaux, et il y a des entreprises du secteur du commerce, des services, de l'industrie. Le tourisme est fortement représenté aussi sur notre territoire. Donc on a beaucoup de chance. À Grenoble. Vous parlez du tourisme, j'ai vu que la CCI même accompagnait les entreprises pour l'obtention d'un nouveau label tourisme. Hein. Oui, qualité tourisme, c'est ça. Et d'ailleurs, 2 entreprises seront récompensées prochainement, et puis d'autres encore le seront également. Alors cette Nuit de l'économie, l'objectif c'est aussi de mettre en lumière, vous le disiez, de très très belles réussites. Hein. Le prix du leader de l'année est allé à Atos, que nous découvrirons dans un instant, dans la seconde partie de l'émission. Quelques mots sur le palmarès, on va quand même citer le palmarès de la dernière Nuit de l'économie. Le trophée Croissance qui a été remis à Kaientis, c'est un spécialiste de logiciels. Le trophée Export est allé à Isorg, un fabricant de capteurs imprimés. Ça permet là aussi de voir ces différents secteurs d'activité qui sont représentés. Le trophée Énergie a récompensé Automatique et Industrie, c'est un spécialiste de l'automatisme. Le trophée Santé à Surgivisio, qui fait des robots médicaux. On a un pôle médical qui est très développé, notamment sur le bassin grenoblois. Le trophée Montagne à Coralp, qu'on connaît bien, qui fait du mobilier technique, notamment pour les stations de ski. Les startups, le prix est allé à Vulcam, qui travaille à des pièces miniatures en métaux innovants. Et puis il y a eu le trophée agroalimentaire également, qui a été remis à Alpes Frais Production, qui fabrique des plats cuisinés haut de gamme. Voilà pour ce palmarès qui illustre parfaitement la richesse du tissu économique local. Au total, 8 trophées, les trophées Présence. Présence, c'est le nom du magazine de la CCI. Exactement. Donc ce magazine qui paraît 9 fois par an, qui est envoyé gratuitement à tous les chefs d'entreprise. Donc ce sont 9 numéros dans l'année, ce sont aussi des suppléments thématiques. Et puis dans Présence, on retrouve toute l'actualité du territoire. Encore une fois, c'est un formidable outil d'animation du territoire. Et il se veut bien un outil d'animation du territoire. Et je pense que là, on remplit bien notre rôle. Et tous les numéros sont différents. Et notamment dans Suite Décembre, vous retrouvez le classement des entreprises. Un classement qui est toujours très très attendu. Hein. Il y en a combien? 1000? Il y en a 1000. 1000 entreprises, les 1000 entreprises de l'Isère qui sont classées, avec les principaux indicateurs économiques. 34 000 exemplaires. 34 000 exemplaires, 100 000 lecteurs. Donc c'est un beau magazine. Il y a aussi l'agenda, tous les agendas, les rendez-vous agenda aussi qui sont remis dedans. À la fin.
Toutes ces informations, évidemment, on les retrouve aussi sur le site présence-grenoble.fr. Adélaïde Robert, la mise en réseau dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi le rôle de la JCE, de la Jeune Chambre économique ? Oui, bien sûr. Par nos actions, on va chercher des partenaires. On va effectivement essayer de réunir différents secteurs, que ce soit associatif, que ce soit le monde de l'entreprise, institutionnel, pour essayer de mener des actions concrètes sur notre territoire, sur des thématiques variées qui peuvent être l'économie, l'emploi, mais aussi environnementale, sociétale. Donc effectivement, le réseau a beaucoup d'importance dans notre mouvement. Oui, vous ne parlez pas uniquement d'économie et de création d'entreprises ou de vie des entreprises. Effectivement, nos projets peuvent vraiment s'inscrire dans différentes thématiques. Alors, on en a une, justement, on a une action qu'on mène sur l'engagement citoyen des jeunes, donc qui va se concrétiser par un CV citoyen. En fait, c'est valoriser vraiment l'engagement bénévole des jeunes sur un CV et aussi sensibiliser les recruteurs à cet aspect. Donc ça, c'est une action qu'on mène. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que dans le CV, on peut valoriser l'expérience en général et plus uniquement l'expérience professionnelle ou le parcours professionnel. Oui, tout à fait. Si quelqu'un a été trésorier d'une association ou vraiment, comme on fait à la Jeune Chambre, tout cet engagement bénévole, on met beaucoup d'énergie, on apprend énormément et c'est vraiment des compétences qui peuvent être valorisées et pas juste reléguées aux petites lignes tout en bas du CV, mais plutôt vraiment les mettre en avant, voilà, surtout quand on commence un peu dans sa carrière et qu'on n'a pas... Alors ça, moi, j'entends bien pour la personne qui cherche un emploi. C'est évidemment à valoriser, mais est-ce que les recruteurs en tiennent compte de cette petite ligne en bas du CV ? On espère, c'est justement aussi le but de cette action, c'est vraiment qu'ils fassent attention à ça, à la fois que la personne le mette en avant et puis que le recruteur soit un peu sensibilisé à ça et qui s'intéresse aussi à cet aspect. Ouais, parmi les actions que vous avez menées, il y a aussi la sensibilisation au travail et au handicap. Oui, absolument. C'est une action qu'on a commencé il y a 2 ans, qu'on aimerait reconduire, qui est un repas dans le noir, en fait. Donc, c'est-à-dire un dîner qui est vraiment dans l'obscurité pour que les gens puissent expérimenter aussi et être sensibilisés au handicap visuel. Cette Jeune Chambre économique, vous avez l'habitude de dire que c'est un incubateur de leaders citoyens. Absolument, Ça veut dire quoi ? Donc c'est l'incubateur, c'est que on a un petit côté laboratoire en fait vraiment où on va expérimenter, on va travailler avec d'autres acteurs, d'autres interlocuteurs pour mener nos projets. Et le but c'est aussi de former les membres à la prise de responsabilité et à devenir des meilleurs citoyens quelque part, à s'engager aussi après dans la société. Oui, puis à réfléchir au système et au modèle dans lequel on peut évoluer plus tard. Absolument, oui. Bon, et puis en fin d'année, la Jeune Chambre économique de Grenoble Métropole, puisque c'est le vrai nom, organisera aussi le grand congrès régional de toutes les JCE, c'est ça ? C'est ça, c'est l'événement de la fin de l'année qui aura lieu à Grenoble. Donc on va accueillir tous les membres de la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes à Grenoble en décembre. Donc ça fait combien ? Une quinzaine de jeunes chambres ? Voilà, c'est ça, une centaine de personnes en tout. Merci en tout cas d'être venu nous en parler, Merci Emmanuel Rivière. Merci également d'avoir été avec nous dans un instant. Focus sur Atos, plus de 900 collaborateurs à Grenoble et Échirolles. Bientôt, ils seront d'ailleurs tous rassemblés sur un même site, un futur grand campus de l'intelligence artificielle. Un nouveau cap dans notre métropole pour Atos, leader mondial des services numériques et de la transformation digitale. Découverte dans un instant. Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Retour sur le plateau de Télé Grenoble avec Alain Denisot, notre consultant. Dans un instant, découverte d'un géant mondial de la transformation digitale. Atos, un spécialiste du cloud et des supercalculateurs, bien décidé à développer à Échirolles un grand campus de l'intelligence artificielle. Avant cela, la traditionnelle question de l'internaute. Vous le savez, dans Classe Affaires, vous pouvez nous envoyer vos questions. Alain y répond. Cette semaine, Diane veut savoir ce qu'est le CES, le Consumer Electronics Show. Alors, le Consumer Electronics Show, c'est un salon à Las Vegas, une sorte de grand-messe de la technologie, mais qui est tournée vers l'innovation au service du grand public. Donc, il y a de plus en plus d'ampleur médiatique au niveau mondial. Pour donner quelques chiffres, c'est 4500 exposants, donc qui viennent de tous les pays, 170 000 visiteurs. 170 000 qui viennent également de tous les pays. Et en fait, c'est une sorte de salon d'anticipation des nouvelles technologies et des nouveaux usages que nous verrons dans les
mois, dans les années qui viennent, dans nos voitures, à nos domiciles, dans la vie courante. Donc les tendances de demain. Les tendances de demain avec des technologies déjà abouties, mais qui vont se mettre, qui vont s'industrialiser et qui vont se développer. Bon, il y a pas mal de startups de Grenoble qui vont régulièrement au CES. Oui, bien sûr, et certaines ont été remarquées. Mais beaucoup de startups françaises également, puisqu'il y a 300 startups françaises qui ont été représentées au salon. Il y a des prix qui sont décernés lors de ce salon. Et notamment, les startups françaises ont remporté les premiers prix européens et sont au 4e niveau au niveau mondial. Donc on voit que la créativité, l'innovation, la capacité à créer de la technologie française est très forte. Les grandes tendances, tout ce qui est autour des objets connectés, l'intelligence artificielle, dans la maison, dans la voiture, dans les usages courants. Les écrans, du smartphone à l'écran géant, les écrans pliables, les écrans tactiles, les écrans qui donnent la sensation du toucher. Et puis tout ce qui est autour de la voiture du futur, avec bien sûr l'autonomie autonome, enfin la voiture autonome, mais pas uniquement, les nouveaux usages dans la voiture. Donc les 3 grandes tendances. Et puis, pour conclure, nous avons 2 structures qui ont été récompensées, qui étaient au salon. Up to You. Up to You, et c'est les écrans tactiles. Voilà, les écrans tactiles, donc qui permet, notamment sur les téléphones portables, de ressentir ce que l'on voit. Et puis l'entreprise que nous veut voir, BFC, qui a créé, qui a innové en créant une pile à base de papier. Voilà, donc on peut être fier de nos petites et grandes entreprises. 2 startups grenobloises qui sont allées à Las Vegas. Tout à fait, et qui ont été récompensées. Merci Alain. Et si vous aussi vous voulez des précisions sur une notion économique, n'hésitez pas, envoyez-nous vos questions. classeaffaires@telegrenoble.net. C'est sur un géant que l'on braque notre focus, un géant des services numériques et de la transformation digitale, Atos, qui est présent dans plus de 70 pays dans le monde, fort de plus de 100 000 collaborateurs. Atos qui est aussi installé ici à Grenoble et Échirolles, où il a même un projet de grand campus de l'intelligence artificielle. Pour en parler, nous accueillons Olivier Gau. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Vous êtes le responsable des sites Atos à Grenoble et Échirolles. Atos qui a été choisi par la CCI comme leader de l'année, on l'a dit il y a quelques instants, et qui a reçu le trophée Présence pour sa croissance et son développement. On vous voit ici lors de la remise de ce prix. Atos qui est un géant, quelques chiffres pour mesurer l'entreprise et son activité. Quelques chiffres rapides, effectivement. Donc on est présent dans 73 pays, on est 110 000 salariés, un chiffre d'affaires de l'ordre de 11 milliards. J'ai envie de rajouter à ça 5 000 brevets R&D, 5 000 brevets actifs en R&D, donc ce qui n'est pas rien. Justement en R&D avec sur 4 ans un investissement R&D de l'ordre de 1 milliard. C'est pour le groupe Atos. Alors ça c'est pour l'ensemble du groupe. Ici sur Grenoble, je le disais, 900 collaborateurs. Alors sur Grenoble on est un peu plus de 900, mais effectivement, donc si on veut un chiffre rond, on va dire 900 ou 1000. Avec une forte, vous l'évoquiez, donc une forte ambition de croissance. Aujourd'hui, donc installé sur 2 sites historiques. Donc le site à Grenoble, à Bouchaillé-Vialet, et puis aussi à Échirolles, ce qu'on appelle aussi le site de Bulle. L'ancien site Bulle, bien sûr. De Bulle, parce que donc effectivement, il y avait une empreinte Bulle très importante sur le territoire grenoblois. Alors Atos, c'est une des 5 plus grandes entreprises du service numérique au monde, leader mondial de la transformation digitale. Ça veut dire quoi ? Si vous deviez l'expliquer à un enfant de 10 ans. Alors, transformation digitale, c'est effectivement un concept qui adresse tous les secteurs du marché pour apporter à nos clients plus de valeur qu'eux-mêmes vont apporter à leurs propres clients. Voilà. Donc, c'est apporter plus de valeur aux données, à la data. Voilà, c'est ces fameuses données. Tout est donné aujourd'hui. Tout est donné. En fait, un chiffre. En 2020, l'activité humaine aura généré autant de grains de sable qu'il existe sur la Terre. Voilà, donc on parle de 40 000 milliards d'informations générées jusqu'en 2020. Quoi. Et votre travail, c'est de faire en sorte que ces données soient exploitables. Alors notre travail, effectivement... Recueilli et exploité. Alors, notre travail, c'est effectivement dans cet espace informationnel, c'est l'espace informationnel dont on parle. Donc tout lieu où circule l'information. Notre travail, c'est effectivement de stocker, d'acquérir ces données, de les stocker et de les traiter
encore une fois, pour donner plus de valeur donc, à ces données. Et ça, dans beaucoup de domaines. On pense à la cybersécurité parce que c'est très grand public et on en parle beaucoup, mais il y a d'innombrables domaines dans lesquels il y a des données informatiques. Alors, il y a des données partout. Le seul problème, c'est que parmi l'ensemble des données qui sont générées, il y en a peut-être 80% qui ne sont jamais utilisées. 80% des données pourraient être jetées. Enfin, c'est une projection que l'on fait. Et donc, la vraie problématique que l'on va avoir demain, c'est effectivement la qualité et la qualification de ces données pour savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. Et là, on peut faire confiance effectivement aux nouvelles technologies donc de big data, d'intelligence artificielle, pour lesquelles on pourra revenir. Mais en tout cas, c'est nécessaire de traiter ces données en utilisant donc, des calculateurs haute performance. Alors, on va mieux comprendre le métier d'Atos et en particulier de ses collaborateurs ici dans notre métropole avec ce reportage signé Charlotte Faulkner. Atos est une entreprise de services numériques. C'est l'un des 5 leaders mondiaux et la première entreprise du numérique en Europe. Atos, c'est une société qui a grandi par l'acquisition de sociétés. Donc, c'est une société qui est devenue leader en allant chercher les meilleurs à chaque fois dans leur domaine. Notre métier, c'est d'apporter notre support aux clients pour leur permettre d'être excellents sur toute la dimension scientifique et technologique. Atos se distingue des autres entreprises du numérique dans la mesure où elle investit massivement dans la recherche et développement et qu'elle est une des seules entreprises du service numérique à compter une communauté scientifique et un réseau d'experts. La recherche et le développement est un point important de l'entreprise. Plus de 250 millions d'euros y sont investis chaque année et Atos possède près de 5000 brevets et le site grenoblois participe à cette dynamique. Le site de Grenoble est un site très important chez Atos, particulièrement en France. C'est le 2e plus gros site en France. Et donc on est présent sur plusieurs métiers, aussi bien le métier de la R&D, puisque l'entité principale de R&D autour du HPC, High Performance Computing, est à Grenoble. L'entité principale sur la R&D sur l'intelligence artificielle est également à Grenoble. Mais on a également une grosse entité de services donc, qui va adresser les clients locaux, les grands comptes locaux, que ce soit dans les secteurs de l'industrie, des telcos, du retail ou les grandes administrations locales. Atos est présent sur 7 grands marchés, la santé, les énergies, la distribution ou encore les services financiers. Et à chaque fois, le rôle de l'entreprise est d'accompagner les clients dans leur transformation digitale. Il y a plusieurs façons d'accompagner les clients. La principale, ça va être un accompagnement où on va prendre le projet de bout en bout. Donc on va entièrement réaliser le projet en interne chez Atos. Et la deuxième façon de procéder, c'est l'accompagnement chez le client en assistance sur certaines missions spécifiques, que ce soit des missions techniques ou des missions fonctionnelles ou métiers. 110 000 personnes travaillent chez Atos dans le monde, dont 12 000 en France. L'entreprise est présente dans 73 pays et son chiffre d'affaires 2019 est estimé à 11 milliards d'euros. Alors Olivier Hugo, on a bien compris votre travail qui est le recueil, l'analyse, l'exploitation de toutes ces données numériques, de ces data, de ces big data. Pour rendre les choses plus concrètes, on peut par exemple dire que c'est Atos qui est le grand partenaire des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, sur tout ce qui est numérique. Tout à fait. Donc, depuis plus de 20 ans maintenant, donc, Atos est le partenaire pour le système d'information des Jeux Olympiques. Que ce soit pour l'enregistrement des performances, que les accréditations, mais enfin toutes les informations, toutes les données qui sont traitées au niveau des Jeux Olympiques sont traitées par Atos et par un certain nombre effectivement de partenaires aussi. Il faut savoir que le système d'information des Jeux Olympiques est le système d'information qui est le plus hacké au monde, pour lequel il y a plus de tentatives de hackage au monde. Parce qu'on imagine bien que le hacker, que ce soit les hackers organisés ou non organisés, c'est une visibilité extraordinaire. Et du coup, en termes de cybersécurité et de traitement que l'on fait, de surveillance que l'on fait sur ce système d'information, c'est quelque chose d'énorme qu'on ne peut pas imaginer et sur lequel on ne peut pas vraiment communiquer. Parce que dès qu'on communique sur des sujets comme ça permet aussi à des futurs hackers ou à des hackers en devenir de s'essayer sur ce d'essayer de trouver des failles. On peut simplement préciser que votre travail, c'est là à la fois la conception, l'intégration, l'exploitation de tous les systèmes informatiques. C'est toute la chaîne finalement de traitement que vous gérez. Et Grenoble là-dessus est bien positionné puisqu'il se trouve que
deux grands directeurs du programme de ce système d'information Jeux Olympiques viennent des équipes de Grenoble. Voilà, donc c'est ce qui met en avant, encore une fois, l'expertise grenobloise dans le domaine technique. Autre exemple pour essayer de bien cerner l'activité d'Atos, j'aurais pu parler de la construction de supercalculateurs. Atos qui vient de remporter d'ailleurs le marché du futur supercalculateur européen pour le traitement des prévisions météo. Alors il est basé au Royaume-Uni, en Angleterre. En fait, le système à proprement parler sera basé donc en Italie, mais enfin en tout cas c'est effectivement donc un calculateur haute performance, HPC, calculateur haute performance, qui sera utilisé pour la météo européenne, avec l'enjeu majeur, c'est de faire des prévisions sur le 15 jours, c'est-à-dire des prévisions de plus en plus fines sur 15 jours plutôt que sur une semaine. Voilà, donc c'est quelque chose d'extraordinaire, bien sûr pour Atos, mais aussi pour le citoyen derrière, quand on arrivera à prévoir la météo sous 15 jours d'une façon probabilistique un peu plus fine, ça sera quand même quelque chose d'extraordinaire. Et alors, pour rentrer à l'intérieur de la machine, l'objectif, c'est d'avoir un supercalculateur qui soit encore plus puissant, encore plus rapide que celui qui est actuellement. Exact, voilà, tout à fait. Donc, les calculateurs haute performance donc, que développe Atos, en fait, ils sont produits dans notre usine de Angers, mais toute la R&D se fait donc sur Grenoble, donc sur le site d'Échirolles. Et il faut savoir que dans ces calculateurs, au-delà de la prouesse technique au niveau de l'intégration des matériels et des systèmes, il y a beaucoup de logiciels pour optimiser finalement les flux de données et les flux de traitement et pour positionner le traitement dans le bon nœud de traitement à l'intérieur de ces calculateurs. Et on utilise aussi des techniques d'intelligence artificielle dans ces calculateurs. Alors, on va parler d'intelligence artificielle, on a déjà souvent évoqué ici dans cette émission, et c'est l'un des objectifs de croissance et développement d'Atos ici dans la métropole, c'est ce fameux campus de l'intelligence artificielle à Échirolles. Alors, le choix n'a pas été forcément évident, on va dire, mais finalement, le groupe Atos a décidé de construire effectivement le centre R&D européen de l'intelligence artificielle donc sur le nouveau site que l'on est en train de faire construire, enfin qui commence à sortir de terre, pour avoir la capacité d'accueillir donc 200 experts dans le domaine intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine d'ingénieurs sur notre site. On voit bien le potentiel de croissance là, de 50 à 200. Oui, tout à fait. Donc avec un certain nombre de projets R&D qui sont déjà fléchés, qui sont déjà complètement connus, pour lesquels on travaille. Et sachez aussi que rien n'aurait pu se faire. Disons qu'on a été aidé aussi par les collectivités locales. Là, je pense notamment à la métro, à la région, qui nous ont appuyés pour pouvoir donc, construire ce centre R&D européen. Un mot sur cette IA, cette intelligence artificielle dont on a parlé il y a quelques semaines ici avec Alain. On passe de 50 chercheurs à 200 chercheurs. On voit bien qu'on n'en est qu'au début, au balbutiement de cette révolution de l'intelligence artificielle. C'est ça que ça signifie ? Alors, l'intelligence artificielle, on peut dire que c'est quand même un mot valise, on va dire, où on regroupe un certain nombre de choses. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui commence à dater, parce que moi, jeune ingénieur, j'avais une spécialité robotique et intelligence artificielle. Ça, c'était dans les années 80. Ceci étant, les choses ont évolué. Et là, effectivement, on observe un renouveau complet donc, de l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi ce renouveau ? Parce qu'aujourd'hui, on a des capacités de stockage de données et de performance au niveau des traitements sur ces données qui sont énormes et qui permettent effectivement de pouvoir récupérer dans les données l'information et à partir de l'information de pouvoir prendre des décisions ou en tout cas de donner des éléments pour aider à la décision. Donc voilà, il y a un renouveau de l'intelligence artificielle, mais ceci étant, on n'en est vraiment qu'au début. Je veux dire, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et Grenoble, de ce point de vue-là, l'écosystème de Grenoble est à la pointe, dans la mesure où on a, avec l'Institut interdisciplinaire intelligence artificielle qui a été créé, construit et inauguré donc, en 2019,
donc MIAI. On a avec l'ensemble des laboratoires, des universités et puis l'écosystème donc un certain nombre d'éléments à faire valoir par rapport à ce sujet, ce vaste sujet. Et avec ce nouveau site à Échirolles qui est en cours de construction, vous allez pouvoir regrouper les deux entités, Échirolles et Grenoble, plus de 900 collaborateurs. Nous créons un leader mondial de l'intelligence artificielle. C'est ce que vous avez dit quand on a posé la première pierre de ce bâtiment. Et ce sera le deuxième site le plus important pour Atos en France. On va faire le tour de ce projet sur place à Échirolles avec Charlotte Faulkner. Leader international de la transformation digitale, Atos travaille de plus en plus avec l'intelligence artificielle, une science cognitive. Alors l'IA, en fait, c'est des systèmes qui vous aident à faire parler vos datas. Donc on est dans un monde qui est de plus en plus digital, donc il y a des données de partout qui sont produites par les utilisateurs avec leur smartphone, avec leur PC, mais aussi dans l'industrie, par exemple, par tous les systèmes de production. Et l'objectif, donc, c'est d'aider à extraire de la richesse de ces données. Pour répondre aux besoins de ses clients en termes d'intelligence artificielle, Atos va donc créer le campus Isran, un ensemble de 4 bâtiments qui possédera un centre de compétences européen lié à l'intelligence artificielle. Au sein de ce bâtiment, on va mettre en œuvre de l'IA. Donc on ne va pas non seulement la concevoir et la créer, mais les collaborateurs et leurs partenaires vont pouvoir vivre avec de l'IA. Donc on est en train à l'heure actuelle de concevoir les systèmes qui seront dans ce bâtiment. Donc par exemple, on est en train d'envisager des systèmes pour gérer l'énergie du bâtiment, également des systèmes qui pourront peut-être détecter des personnes qui font des malaises afin de gérer des interventions beaucoup plus rapides que si on devait uniquement compter sur la vigilance humaine. Et tout ça, ce sera mis en place dans ce bâtiment-là pour démontrer ce que les dernières innovations en IA peuvent apporter à la vie quotidienne. Plus de 200 ingénieurs, chercheurs et doctorants seront présents dans le centre de recherche, un investissement majeur dû à la place importante de l'intelligence artificielle dans la transformation numérique pour les clients d'Atos. Il faut parfaitement maîtriser les technologies, avoir des briques de base qui permettent d'être répétables dans les services qu'on va fournir à nos clients. Donc ça nécessite de faire de la recherche, de développer des produits, d'avoir une expertise pointue pour accompagner nos clients. Donc cette initiative va nous permettre de nous renforcer et d'avoir une expertise de très haut niveau sur tous ces plans. À terme, le campus Isran regroupera donc les 2 sites d'Atos, celui d'Échirolles et de Grenoble, et accueillera 1300 collaborateurs d'ici 2024. Superbe projet, 4 bâtiments, près de 2 hectares de bâtiments. Alors évidemment, des bâtiments écologiquement responsables. Écologiquement responsable avec le label E+, et moins, donc énergie très optimisée et puis bas carbone, avec effectivement utilisation des panneaux photovoltaïques, et puis surtout utilisation de la chaleur qui sont dégagées par les serveurs, les systèmes et les grands matériels. Oui, qui vont servir à chauffer finalement les bâtiments. Exactement. Et puis des bâtiments aussi, mais 1 millier de collaborateurs, plus d'1 millier de collaborateurs réunis au même endroit. En termes de management, j'imagine que c'est essentiel de pouvoir regrouper tout le monde sur le même site pour avoir un portage encore plus fort de l'équipe. Oui, alors on va dire de plusieurs équipes, puisque aujourd'hui les activités de Atos sur le territoire, c'est l'énergie, c'est les calculateurs haute performance qu'on vient d'évoquer, c'est le big data, la cybersécurité, et puis aussi donc des services de proximité. Ce qui nous manque aujourd'hui du fait qu'on soit séparés, c'est regrouper l'ensemble de ces équipes-là permettra la synergie que l'on attend tous pour avoir plus de force collectivement, on va dire. Bon, accessoirement, c'est aussi plus confortable. Il y a des restaurants qui sont prévus, une salle de sport, des zones pour le télétravail. Enfin, voilà, beaucoup de télétravail et beaucoup d'aspects positifs pour nos futurs. Mais ça veut dire qu'Atos recrute ou pas ? Atos recrute, oui. Atos recrute, et de ce point de vue-là, notre chance, c'est d'avoir un écosystème au niveau de l'université important. Qui est très productif. Donc ça, c'est très intéressant. Un exceptionnel géant ici à nos portes, dans la métropole. C'est remarquable. Et puis le champ de la data est permis par les grands calculateurs est immense, c'est infini. Et il y a des métiers, des domaines qui ne font que commencer. Tout à fait, oui. Vous parliez tout à l'heure du transport autonome, les voitures intelligentes et les voitures autonomes. C'est quelque chose d'énorme qui va nous arriver.
Olivier Hugo, merci beaucoup d'avoir fait un détour par notre plateau. Merci. Merci Alain Denisot, merci et à très vite. Merci Christophe. Classe Affaires à voir et à revoir sur le site internet de la chaîne télégrenoble.net. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous très vite pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le club de l'économie en Isère. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.